Fatou Sosa, bonjour. Bonjour, Merci d'accepter d'être l'invité de Sénéweb. merci à vous. Alors, vous êtes professeur, vous êtes maître de conférence à l'IFAN, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous dirigez le laboratoire Genre et Recherche Scientifique que vous avez créé en 2004. Vous êtes également titulaire d'un doctorat en anthropologie et sociologie politique de l'Université de Paris 8, d'un PhD en travail social, politique sociale de l'Université de Laval et d'un DEA en sciences de l'environnement à l'Université de Dakar et une maîtrise en économie du développement des facultés d'Aix-Marseille 2, c'est ça, hein? Oui. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages dont l'entrepreneuriat féminin et la transformation des rapports de pouvoir au Sénégal et lutte politique et résistance féminine en Afrique. Avec vous, nous allons parler des femmes, nous allons parler de la femme, euh, qui est célébrée le 8 mars. Mais vous, vous avez choisi la date du 7 mars pour célébrer la femme. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup pour cette présentation, sauf que je dois préciser que ça doit être un CV trouvé dans l'Internet qui date peut-être d'il y a plusieurs années. J'étais maître de conférence, ensuite je suis passé directeur de recherche. Mais aujourd'hui, je ne dirige plus le laboratoire genre de l'université. J'ai créé l'Institut sur le genre et la famille. Donc la date du 7 mars, pourquoi? Parce que nos recherches nous ont conduit à découvrir que notre pays avait une histoire très belle. Au moment où nous devons célébrer le 8 mars avec l'ensemble de la communauté internationale euh, qui renvoie à un acte de courage, ou en tout cas des femmes du textile de New York qui se battaient pour leurs droits parce qu'elles étaient dans des conditions difficiles avec l'industrie à l'époque. On s'est rendu compte que 37 ans avant, c'est-à-dire en 1820, au Sénégal, des femmes ont posé un acte pour moi hautement plus symbolique parce qu'elles ont perdu leur vie pour l'honneur de la patrie, pendant que les femmes de New York ont perdu la vie pour leurs droits. Ces deux combats ont chacun leur importance, mais il me semble que la symbolique de ce qui s'est passé au Sénégal, elle est beaucoup plus puissante. Et depuis 2008, nous avons initié des manifestations sur la commémoration de Talata Nder, et nous avions fait un mémorandum que nous avions remis au ministre de la Femme à l'époque, qui était Adam Awandiaï, pour le remettre au président Abdoulaye Wade, pour qu'on inscrive le 7 mars dans l'agenda républicain, pour qu'au moins la veille du 8 mars, qu'on puisse avoir une journée de réflexion pour faire avancer la cause des femmes et que le 8 mars continue à être une journée de festivité. C'est ça le sens du combat que nous menons depuis 2008 et nous nous réjouissons cette année que beaucoup de structures ont repris la question du 7 mars. Nous avons beaucoup d'institutions aujourd'hui, beaucoup d'organisations qui vont fêter le 7 mars et nous pensons que notre combat a été compris par les populations, par les Sénégalais eux-mêmes, même si l'État continue encore à mon avis, faire la sourde oreille. Mais j'espère qu'en voyant de manière massive aujourd'hui le 7 mars célébré presque un peu partout sur le territoire national, je pense que le gouvernement du Sénégal arrivera à prendre ses responsabilités et à inscrire cette date dans notre histoire. Parce que, comme disait Senghor, au rendez-vous de donner et de recevoir, chacun doit apporter quelque chose. Nous devons aussi vendre notre culture, faire connaître notre héritage à la face du monde, d'autant plus que nous n'allons pas démériter par rapport aux autres. Alors, Madame Fatou Sosa, avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-moi un peu de la situation de la femme au Sénégal, que ce soit au niveau des prises de décision. Quels sont justement les acquis qui ont été faits et comment est-ce que vous l'évaluez en tant que sociologue? Bon, voilà, j'ai eu la chance quand même de travailler sur ce sujet, d'avoir dirigé un mémoire de maîtrise sur l'évolution des politiques publiques de 1960 à 2008 et ensuite d'avoir fait un travail pour le compte de l'Union européenne et de ONU Femmes sur leur stratégie sur les femmes au Sénégal. Et c'était l'occasion de faire l'évaluation. L'évaluation, grosso modo, nous montre qu'il y a des avancées remarquables au Sénégal, avec des indicateurs très positifs. Je vous prends le cas de l'alphabétisation. Ça dépend de comment on analyse les choses. Quand nous regardons les courbes sur un horizon temporel assez éloigné, on voit les avancées parce que
par exemple, sur l'alphabétisation, c'est vrai qu'on n'a pas encore, on est dans les 40% d'alphabétisation des femmes. Mais en 1960, on n'était que 3% de femmes alphabétisées. Donc, quand on voit le chemin parcouru, il y a des progrès. Au niveau de l'éducation, il y a des progrès remarquables. C'est la raison pour laquelle cette année, étant membre du conseil d'administration de FAWE, le Forum des éducatrices africaines, nous avons choisi le Sénégal et son président, Macky Sall, comme champion de l'éducation des filles au Sénégal, le champion de l'éducation des filles en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on se battait pour l'accès à l'école, ensuite sur le maintien à l'école, parce que depuis 1995, après Beijing, le Sénégal a fait des bons importants. Les filles accèdent à l'école, mais aujourd'hui, les filles restent à l'école. Même s'il y a des filles qui sortent. Mais les indicateurs nous montrent que cette année 2019, au BFM, 55,3% des élèves qui se sont présentés au CFE, le certificat de fait d'études élémentaires, c'était des filles. Pour le BFM, 56,3% de ceux qui se sont présentés au BFM, c'était des filles. Donc aujourd'hui, on a une masse critique de filles et nous pensons que dans les 4 ans, 5 ans à venir, nous aurons autant de filles et de garçons qui iront à l'enseignement supérieur. Donc là, il y a des avancées. Mais ça n'occulte pas qu'il y a quand même, ça ne veut pas dire que toutes les filles sont allées à l'école, que tous les garçons sont allés à l'école, mais dans le rapport garçons-filles, ces avancées ont été réalisées grâce au mouvement des femmes, grâce à des organisations comme FAWE, grâce au programme comme SCOFI. Il faut vraiment remercier, féliciter toutes ces femmes qui se sont mobilisées pour ça, ces organisations. On a eu des avancées sur les questions des lois, par exemple sur la violence. On a eu la loi de 99, quand Dokinyas a été tuée en plein mois de Ramadan par son mari parce qu'elle ne voulait pas faire le repas de midi dans un milieu maraboutique. Elle a été tuée et il y a eu la loi. Ensuite, donc ça a avancé sur la question des droits, sur les questions juridiques. Maintenant, sur les questions politiques aussi, nous avons des avancées grâce à la loi sur la parité. Mais là où le bas blesse, c'est que dans les instances de décision, les femmes sont quasiment exclues. Et nous faisons le relevé systématique des nominations au Conseil des ministres et nous n'arrivons pas à dépasser la barre de 12-14% des nominations au Conseil des ministres. Et c'est là où nous avons des gens de la haute administration de l'État et cela, ce n'est pas acceptable pour un pays qui a voté la loi sur la parité. C'est comme si on veut freiner de quatre fers. On a permis aux femmes d'avoir la loi sur la parité, mais maintenant, sur toutes les autres instances, on est en train de les écraser. Aujourd'hui, on a une femme porte-parole du gouvernement, on a une femme présidente du HCCT, c'est des progrès quand même. Oui, mais ce n'est pas ça qui est important pour nous. Pour nous, c'est quels sont les actes qui vont être les actes pris pour entraîner une transformation significative de la condition des femmes de manière générale. De manière générale, dans la fonction publique, vous allez avoir, les femmes sont à près de 18% dans les postes de responsabilité. Ce n'est pas normal. Alors qu'elles sont beaucoup plus, elles ont une présence. Elles ne sont pas aussi nombreuses que cela, mais elles peuvent arriver au moins vers 24% parce qu'elles représentent cela. Donc, quand on regarde le secteur économique, de l'économie, sur les entreprises PME, en tout cas officielles, les femmes ont à peine 20%, le cinquième de ces PME. Donc, quand on va regarder les secteurs les plus importants, qui sont les secteurs de politique, de prise de décision, qui sont les secteurs économiques, parce que c'est l'autonomie politique et l'autonomie économique. Dans ces deux secteurs-là, les femmes sont laissées en rade. Maintenant, quand on va s'appoudrer, le jour où on ne se mettra pas à compter, à dire oui, il y a une femme ici, etc., le jour où on arrivera à une société parfaitement équitable, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de compter le nombre de femmes qui sont dans tel ou tel autre poste. Parce que ces postes-là, souvent, c'est des postes de sapoudrage, où simplement on jette la poudre aux yeux, mais ce n'est pas des postes... Ça ne fait pas avancer la cause des femmes. Ça ne fait pas avancer la cause des femmes. Alors, Madame Sarr, la parole se libère aujourd'hui à travers le monde avec des mouvements comme MeToo, Balance ton port, pour dire stop aux agressions dont sont victimes les femmes. Un commentaire? Oui, je pense que les phénomènes de MeToo, les abus sur les femmes existent dans toutes les sociétés. Mais comme nous sommes une société de pudeur, peut-être que ce n'est pas demain que les femmes se mettront à dénoncer les abus dont elles sont victimes dans ce monde, parce que nous sommes dans une culture où la femme, elle n'est pas seule responsable devant la société.
mais elle a aussi des enfants, elle a aussi une famille. Si vous voyez ce qui se passe, les crimes d'honneur qui se passent en Inde ou dans les sociétés du Moyen-Orient, c'est en fait ça. Parce qu'entacher l'honneur d'une femme, c'est entacher l'honneur de toute une famille. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes vont rester dans la souffrance de ce qu'elles ont vécu comme victimes. Elles ne vont pas le dire. Et ça dépendra de l'évolution des mentalités pour qu'on arrive à ce type de dénonciation. Aujourd'hui, il y a aussi des histoires de fugues, de disparitions, parfois d'enlèvements supposés. Donc, le cas de Kumbakan, il y a aussi l'épouse d'un célèbre prêcheur. Donc, tout ça, c'est des cas qui, quand même, interpellent les Sénégalais. Est-ce nouveau? Vous avez dit des cas. Est-ce que c'est significatif? Je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas fait d'études pour montrer en quoi est-ce que c'est significatif ou pas. Je crois que dans toutes les sociétés, il y a des actes spectaculaires qui peuvent se poser. Maintenant, on peut juste formuler des hypothèses parce que comme sociologue, nous ne travaillons que sur les faits. Et nous n'avons pas fait d'enquête pour pouvoir tirer des conclusions. Par contre, les hypothèses qu'on peut mener, ça veut dire que dans les femmes l'abandon du domicile conjugal, c'est la loi aujourd'hui qui est devenue contraignante. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, en tout cas même pas il n'y a pas longtemps, ce qu'on appelait le phénomène du fail, c'est-à-dire le repli dans l'espace familial quand la femme n'arrivait plus à supporter un certain nombre de contraintes dans son ménage. Et ça permettait aux familles de revenir à la charge et d'aider simplement à recoller les morceaux. Maintenant, on a un code de la famille qui nous dit si vous le faites, c'est un abandon du domicile conjugal. Les femmes non plus. On a supprimé le mécanisme traditionnel qui permettait un repli au niveau de la famille pour régler les conflits. Et si vous le faites, on vous traîne devant la justice. Donc, dans ces cadres de société en crise où il n'y a pas de mécanismes à la hauteur des problèmes qui se posent, on peut comprendre que des actes comme ça se passent. Probablement. Elles ont des raisons, on ne les a pas interrogées pour savoir pourquoi ils l'ont fait. Et elles doivent avoir des motivations profondes. Et je pense qu'il faut peut-être laisser Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou bien c'est la médiatisation qui fait qu'on a l'impression que c'est quelque chose je ne sais pas si c'est un phénomène. Je vous ai dit que dans la société traditionnelle, le mécanisme vous permettait de retourner dans votre famille. Mais aujourd'hui, on voit dans des familles où peut-être on vous l'interdit. D'abord, on vous l'interdit quand c'est un espace trop religieux. On vous l'interdit parce que le code de la famille vous l'interdit. C'est en fait, c'est vers ces pistes de réflexion qu'il faut aller, à mon avis, regarder pour voir est-ce que le mécanisme traditionnel qui permettait à la personne de retourner dans son milieu familial jusqu'à ce qu'on retrouve une solution, parce que là, on vous dit que faille bahoul, etc. Alors que pourquoi la société l'avait faite, c'est qu'elle avait bel et bien des raisons et ça fonctionnait. Mais n'empêche, je crois que si on observe que ce phénomène continue à se perpétuer, là, ça vaudra d'en faire un mémoire de maîtrise ou d'en faire une thèse pour comprendre, parce qu'on est dans des contextes de mutation sociale. Et ces contextes de mutation sociale s'accompagnent de comportements nouveaux qu'il faut essayer de comprendre et voilà, et trouver les explications. Et souvent, on a l'impression que c'est un ressenti qui fait qu'à un moment donné, la femme est violentée aussi. Parce que peut-être elle a trop souffert, elle est trop repliée sur elle-même. Bon, des femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Bon, voilà, même... vous posez deux problèmes différents. On a eu 2 cas, ou 3 ou 4 ou 5. Pour moi, ce n'est pas significatif. En tout cas, tel que la presse l'a rapporté, de femmes qui ont quitté le domicile conjugal, non pas pour se réfugier chez elles, mais pour aller ailleurs, pour se cacher. Je dis, du point de vue de la sociologue, il y a un problème social qu'il va falloir comprendre et analyser. Nous n'avons pas les éléments aujourd'hui pour l'analyser. Maintenant, vous nous posez le problème de la violence. La violence est là. C'est pourquoi beaucoup d'organisations de femmes sont en train de se battre pour mettre fin à ces questions de violence dans l'espace familial. Parce que ça touche tout le monde, les violences. C'est des violences d'hommes contre leurs épouses, de femmes contre leurs maris, de parents contre leurs enfants. On est dans une société où la violence a atteint un degré de paroxysme tel que nous avons pensé que c'est un des éléments importants de déstabilisation de la structure première qui est la famille, qui est la première institution. Et c'est pourquoi partout où nous pouvons le faire, nous appelons l'État à avoir une véritable politique de la famille qui puisse prendre en charge ce type de questions, faire de la prévention et apporter des réponses à cette profonde crise qui est en train de déstructurer notre société.